Salut à tous, épisode 2 avec Trek Segafredo, avec un petit programme sympathique, on verra Nibali, vous allez voir, sur Estrade Bianche, et puis on va jouer Kurn, Drôme aussi, et le début de Paris-Nice. Voilà, les 6, 7, 8 seront dans le prochain épisode. Je vous rappelle qu'on s'était laissé sur une petite victoire de Richie Porte au sommet de Willanga Hill qui avait scellé le glas de ce Tour Down Under. Donc Porte avait pris le Tour Down Under et Stuyven avait été chercher Omloop. Voilà. Donc à partir de là, on avait démarré la saison sur des bases très correctes au moment d'aborder Kurn-Bruxelles-Kurn le lendemain de l'Omloop avec plus ou moins les mêmes protagonistes. Une arrivée au sprint ou la possibilité de partir solo. C'est tout ce qu'on va voir parce que en général sur ce type de profil, pour ça que donc il y a Pedersen qui est présent, Stuyven peut aussi jouer en rapidité, même aussi Edward Teuns. Donc on a des cartes à jouer honnêtement. Il faut juste voir un petit peu les conditions. Déjà le vent n'est pas très très présent, donc c'est une info. Et à partir de là, se positionner correctement sur les petits monts pavés du milieu, en tout cas les petites difficultés du milieu de course, et ensuite voir un petit peu de la manière dont ça se passe sur le final, où on sait que c'est assez difficile d'échapper au sprint massif, donc à voir. Ça c'est vraiment tous les enjeux de ce type de course. En plus on est libéré de la question de la disette pour Stuyven, puisque l'ami Stuyven a gagné la veille, donc il n'y a pas de pression particulière sur nous par rapport à cela. Vous voyez quand même que je durcis la course sur les difficultés du milieu. On va ainsi, par exemple, envoyer Edward Teuns qui se fraye ici un passage. Laissez passer, hop, hop, pour essayer en fait de faire réagir derrière, parce que je me doute bien que la présence de Teuns dans l'échappée, tardivement, donc prise, tardivement rejointe, va forcément affoler les choses. Groupe d'un peu plus d'une vingtaine de coureurs au moment d'aller sur le vieux Quarmont. Et dans le vieux Quarmont, on sait qu'il y aura forcément une petite accélération de certains. Voilà, c'est ici via Arndt, c'est la Sunweb. Pedersen est pas mal placé, Stuyven n'est pas mal placé non plus. Le précieux Alex Kirsch, honnêtement, est aussi pas mal du tout. Par contre, pour le reste, ça explose en mille. Il n'y a plus personne qui a résisté à l'accélération de certains là dans le vieux Quarmont. Bon, c'est situé très loin de l'arrivée, donc ça ne va pas être très significatif, mais ça quand même, ça donne quand même des indications. Vous avez vu, c'est dommage, il y a Sénéchal qui se laisse décrocher. Alors je cherche pour aller voir qui, pour aider quel leader. Et ben en fait, c'est pour aller chercher Hodge. Voilà, pour aller chercher Hodge, Sénéchal se laisse franchement décramponné de l'avant. Je sais pas si c'était le truc le plus opportun de la Terre, mais pourquoi pas. Et on va y aller. Allez, on va essayer de provoquer les choses et d'éviter le sprint ici. Pedersen aura fait une tentative difficile et donc avorté au bout de pas très très longtemps. Mais le groupe quand même est assez restreint. Le fait d'avoir maintenu comme ça de la pression nous permet d'avoir, voilà, vous voyez, environ un peu moins d'une vingtaine de coureurs à ce stade-là. Pedersen, Kirsch, Stuyven, Teuns sont dans les clous, mais Sagan est là. Enfin, il y a du monde, donc on n'a pas gagné d'avance du tout. D'ailleurs, au sprint, je pense qu'on a perdu globalement. Donc c'est pour ça que, au fur et à mesure que cette course avance, j'ai de plus en plus envie d'essayer de provoquer certains trucs. On sait que c'est pas évident du tout, mais quand même, essayer de voir de quelle façon est-ce que on pourrait déjà empêcher de laisser revenir le groupe de poursuivants, donc en maintenant du rythme. Mais le problème, c'est que c'est délicat et au bout d'un moment, on va se vider. Alors, il vaut mieux parfois essayer de récupérer un peu à l'abri et ensuite poser une petite attaque. Sait-on jamais? Non, on est repris par Arndt, qui décidément est en belle forme. Est-ce que Pedersen peut collaborer avec son rival? Non. Donc ça revient, on continue à rouler. C'est pas grave, il va falloir juste trouver le bon moment pour essayer d'en planter une, parce que là, vous voyez, j'ai utilisé Pedersen plusieurs fois, donc de deux choses l'une. Soit il aboutit, il avait une bonne forme du jour, soit ça aboutit,
soit ça n'aboutit pas, il va falloir savoir contrer au moment opportun. Donc un Kurn-Bruxelles-Kurn de mouvement, et non pas où l'on attend le verdict dans les 3 derniers kilomètres en gros. Allez, Stuyven, peut-être c'est à toi mon grand. Voilà, attaque de Stuyven. Et c'est vrai que l'attaque de Stuyven, c'est quelque chose qui est un petit peu plus tranchant que l'attaque de Pedersen. Stuyven est à +1, donc on est tout à fait dans les clous d'une course comme ça, hors pic de forme, puisque j'ai quand même mis le pic de forme de Stuyven par rapport au Tour des Flandres, hein, donc normalement il devrait se déclencher dans cette zone-là. Je verrai, je crois qu'il est un petit peu avancé même par rapport au Tour des Flandres, histoire de pouvoir aller être compétitif sur le GP de l'E3 et sur Gand Wevelgem, qui peuvent être des cibles hein, pour Stuyven. Stuyven peut aller gagner à peu près toutes ces choses. Hein. Il y a une relative polyvalence. Vous voyez derrière, ça a roulé, mais ça manquerait presque d'équipiers pour pouvoir rouler à fond et pour pouvoir ramener comme ça ce groupe qui contient des coureurs que je veux éviter à tout prix. Et donc, quelle n'est pas ma satisfaction au moment où je vois que Stuyven continue à gagner du temps. Ce qui est phénoménal, c'est que malgré un très gros effort, Stuyven continue limite à récupérer de la barre, quoi, tellement il est bon rouleur, tellement il a comme ça des qualités physiques aussi hein, qui sont assez significatives. Et on va faire quoi? On va s'imposer en solitaire. Donc pour moi, c'est une jolie victoire parce que c'est pas très très fréquent que je vous propose une arrivée en solitaire pour Kurn-Bruxelles-Kurn avec comme ça un joli résultat. Groenewegen, Sagan, Yves Lampart, Michael Matthews, etc. se sont donc fait damer le pion et c'était pas forcément gagné d'avance. Donc bonne perf, encore une fois, de Stuyven, ça en fait 2. Ensuite, sur la Royal Bernard Drôme classique, bah là en fait, je vous avais expliqué pourquoi Nibali était au final mis de côté et économisé. C'est l'histoire du nombre de jours de course. Je l'ai détaillé à la fin de l'épisode 1. Une histoire de nombre de jours de course pour pouvoir viser cette espèce de pic à cheval entre Liège et la première semaine du Giro. Je voulais l'optimiser, celui-là, le jouer au jour près et malgré les formes aléatoires, hein, dont on sait que au final elles peuvent venir foutre tout par terre par rapport à tout ce que vous avez prévu euh, par une planification peaufinée, etc., léchée. Et au final, vous pouvez vous prendre un -4. On le sait maintenant depuis l'épisode de l'autre jour, c'était dimanche que je vous ai sorti un épisode Movie Star dans lequel Solaire avait pris incroyablement cher. Il avait fait +3 prévisionnel, -3 effectif. Allez, bam, prends-toi ça. Donc il y a comme ça des petits coups de Trafalgar hein, dans la gestion, même dans la simulation et dans l'attribution aléatoire de, des formes du jour. Bon, on est dans le final de cette classique de la Drôme, avec notamment Benoît Cosnefroy, là, qu'on aperçoit juste devant, qui a des fourmis dans les pattes. Apparemment, le jeune Quinn Simmons est dans la partie. Excellent, excellent Quinn Simmons. Pourrait-il essayer de s'accrocher à une roue et terminer? Intéressant Quinn Simmons, hein, très très content de jouer avec ce coureur-là qui honnêtement présente pas mal de signaux pour peut-être un très très bon coureur. Allons voir. Et ça va sprinter. Et Simmons, ah là là, va être un peu short. Il est encore jeune, il est battu là sur le fil par Cosnefroy notamment, Tony Perez également. Mais quatrième, moi je dis c'est pas déshonorant. Il y a aussi Vendra, mais le très bon coureur italien d'AG2R à la mondiale, ouais, qui est dans le coup. Mais quatrième pour Simmons, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. On apprend, tout doucement, on apprend. Pourquoi est-ce que je vous ai montré Brambilas? Parce qu'on est à une semaine de Paris-Nice. Je fais donc ma dernière petite répartition entre Paris-Nice et Tirreno parce que à l'avance j'avais comme ça bloqué les jours de course, mais j'ajuste au dernier moment en fonction du profil, répartition des équipiers également. Bref, truc classique, début mars, souvent j'ai tendance à
refaire un petit tour du côté de la planif. De toute façon, il faut y aller plusieurs fois dans l'année pour vérifier si les fatigues n'explosent pas, etc., etc. Ok, on est donc sur les Strade Bianche une semaine après. Et là, honnêtement, ça peut être une course assez excitante. On est sur profil DF Trek 2018. En l'occurrence, vous savez, ce profil où pas mal de secteurs de gravillon ont été modélisés à l'aide de pavés de niveau 1. Vous savez que les secteurs pavés, ils ont tous une difficulté qui s'étalonne entre 1 et 5. Et c'est vrai que quand on est sur du pavé de niveau 1, eh ben mine de rien, la course le prend en compte. Et dans le jeu, ça a un impact. Et cet impact a tendance à écrémer le groupe au fur et à mesure. Et on se retrouve avec des nombres de coureurs présents, on va dire, aux avant-postes, qui sont assez proches de ce qu'on peut avoir sur les Strade Bianche normales. Ce qui donc me laisse dire, comme je vous avais déjà parlé, que oui, ce variant est à ce stade, en tout cas le variant qui permet d'avoir les courses les plus réalistes qui soient sur les Strade Bianche. Donc très très grosse satisfaction pour ce variant, je le trouve juste énorme. On va voir ce que ça donne sur ce coup-là. Avec Stuyven, Nibali, est-ce que Mats Pedersen peut jouer un vrai rôle avec cette forme-là? Ça paraît délicat, il n'a pas été chanceux le Mats, pas très très chanceux. On a quand même deux cartes intéressantes à jouer parce que Stuyven, c'est le Flandrien, mais qui a quand même 74 en vallon, donc on est quand même sur un très bon coureur, polyvalent, etc., qui peut éventuellement aller chercher les Strade Bianche, et surtout s'il est en mano à mano avec d'autres Flandriens, bien évidemment. Et pour Nibali, en revanche, c'est le profil très très opposé, hein, du grimpeur capable un peu d'arracher certaines courses habituellement dévolues au puncher, et avec voilà, d'autres qualités, mais notamment quand même une certaine endurance, hein. Il est plus endurant que certains grimpeurs, c'est Nibali, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable quand même d'aller chercher des classiques. On l'a déjà vu, il y a 2 Tours de Lombardie, il y a une fois Milan-San Remo, il y a des jolies références dans sa carrière. Je demande donc à Pedersen de se sacrifier. Ça n'aura pas toujours lieu, hein. Pedersen sera mis en avant dès lors que j'en aurai la possibilité. Mais là, pour le coup, c'était trop imposé par les formes du jour que de se servir de Pedersen pour dynamiter la course. Ce qui n'est pas encore chose totalement faite, hein. Mais là, voilà, vous voyez, à ce stade, 24, 25 coureurs dans le groupe à l'avant avec de nouveau un Edward Tuns juste énorme, hein. On se souvient ou pas, sinon je le rappelle qu'à l'épisode 1, Edward Tuns avait été ultra fort sur Homeloop, et il semblerait qu'on soit sur un Edward Tuns, encore une fois, très très important dans le final d'une classique, donc voilà, très appréciable. Stuyven, Nibali sont en bonne forme, je dirais, à ce stade de la course. Il leur reste pas mal de barres, même si Stuyven il est à -1, mais quand même ça va, on va s'en sortir probablement. Vous voyez comme le groupe est restreint. Ah, attaque à l'avant. Attention à cette attaque. Attention à cette attaque, parce qu'on sait que l'IA est capable de partir de loin parfois, de trouver un point d'appui et ensuite d'aller au bout, hein. C'est une IA totalement différente qu'on a là sur PCM 2020 par rapport à tout ce qu'on connaissait sur les opus précédents. Alors certes, sur les grands tours, il y aurait pas mal de choses à dire, ou sur les épreuves par étapes d'ailleurs. On va en parler forcément, hein, notamment dans cette série, évoquer la question. Mais par contre, sur les classiques, c'est une grosse réussite. Pour moi, les classiques sont les grandes gagnantes de cette version PCM 20. Et je tente un départ ici avec Vincenzo Nibali. Et oui, on va tenter de partir ici. Voilà, de loin, certes. Bon, on voit qu'on est repris par Jakob Fuglsang. Du coup, pendant ce temps, Stuyven boit du petit lait. Il va falloir comme ça essayer d'éliminer des gens, hein. Van Mark, Bettiol sont aussi à 2 dans le groupe à l'avant, c'est comme nous. De ce fait, j'ai surtout pas envie de leur laisser la moindre chance de
nous embêter, je dirais, hein, de nous embêter. C'était Van Damme, hein, le AG2R la mondiale qu'on avait aperçu juste avant tenter quelque chose. Il est précieux ce puncher italien, il est bon, il est bon. Attention à lui, mais on va quand même peut-être surtout se méfier des Education First, là, les deux. On va aussi bien surveiller la façon voilà, dont Mathieu Van Der Poel se comporte, parce que Van Der Poel sur l'Estrade Bianche, c'est de la dynamite, hein, c'est typiquement un coureur qui est capable d'aller prendre ce type de course-là, donc grosse méfiance dans le final. Il y a Jakob Fuglsang, on l'a aperçu. Euh, bon, à voir, mais je durcis. Excusez-moi d'avoir parlé d'Alberto Bettiol, j'ai complètement craqué. J'ai confondu avec une autre course. Voilà. Mais non, mais on a un seul coureur de Education First. Autant pour moi, je reprends ce que j'ai dit comme bêtise juste avant. Vous voyez, gros durcissement ici proposé par Jesper Stuyven. Simon Yates est aussi présent. Attention à lui. On sait que sur la montée vers Sienne, il pourrait être le grand vainqueur au final de l'écrémage auquel on a procédé. Et c'est parti pour Jesper Stuyven qui est en plein secteur Gravillon attaque. Ça pourrait aller au bout, hein, si jamais derrière ça met du temps à s'entendre, si ça se regarde un petit peu. Après, ouais, il y a la générosité de Van Mark, toujours apte à rouler Van Mark, hein, quelqu'un de généreux. On voit que c'est Fuglsang ensuite qui décide de faire le boulot pour essayer de ramener tout le monde sur Stuyven. Pendant ce temps-là, Nibali boit du petit lait, il s'économise. On voit Simon Yates qui n'est pas très loin de la défaillance. C'est une indication intéressante. Est-ce que ça pourra aller au bout avec ce niveau de barre là pour Jesper Stuyven? Je ne sais pas du tout, parce que derrière on a Van Der Poel qui est prêt à croquer et pour lequel on se doute que la course est loin d'être terminée. Oh là 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 là, ouais. Yates n'était pas du tout en défaillance. Il avait bien masqué son jeu et contre-attaque de Nibali. Et oui, c'était ça le projet. C'était voir si Stuyven peut faire très mal à tout le monde avec son -1 et ensuite finalement tout miser sur un départ de Vincenzo Nibali qui va être celui qui va assumer la poursuite désormais. Eh bien, il y a une jolie avance déjà qui s'est construite parce que mine de rien tout le monde était crevé par la poursuite de Jesper Stuyven juste avant et Nibali comme ça qui en tire bénéfice pour essayer de maintenir un écart avec le peu de barres qu'il reste. Est-ce que les 30 secondes, est-ce que les 20 secondes, est-ce que quelque chose pourra être conservé malgré un très beau Jakob Fuglsang pour rouler derrière? Allez, on gère là, on est vraiment sur la gestion d'épicier, on est à 1 ou 2 degrés d'effort près, hein. C'est tout à fait ajusté, petit 60, 62, 65, pour essayer de conserver de la barre rouge, parce que sans cela, c'est définitivement terminé. On sait qu'on va récupérer en plus dans la descente là. Dans la descente, Nibali a cette faculté de beaucoup récupérer de la barre, c'est normal puisque c'est un excellent descendeur. Allez, il devrait aborder le mur de Sienne solo. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner derrière? Est-ce qu'ils vont être capables de le reprendre sous l'impulsion par exemple de Jakob Fuglsang qui a l'air très fort? Regardez bien derrière, ça revient. Oh, ça revient dangereusement. Oh, ça revient dangereusement. Il va pas leur appuyer. Effort curseur ou sprint, voilà, sprint en l'occurrence, et c'est la victoire pour Vincenzo Nibali. Une victoire honnêtement acquise de haute lutte, hein. Celle-là était vraiment pas mal. Après, on avait deux coureurs très forts, là où les autres équipes n'en avaient qu'un, et c'est vrai que ça apporte un bel avantage, mais alors j'ai appelé Simon Yates tout le temps, lol, c'était Adam, bon bref, vous avez compris, je suis à deux doigts de mon départ. Et je me suis stressé comme un malade pour pouvoir vous proposer quand même cet épisode mercredi 15 juillet. Donc j'ai sorti 2-3 saucisses. Voilà, excusez-moi, mais je me donne tellement de mal que parfois, en plus, voir des coquilles apparaître, ça me saoule. Je suis le premier à être saoulé, en fait, hein. Donc Adam Yates, il n'y a que un des deux Education First. Mes fils se sont un poil touchés par rapport à d'autres Strade Bianche que soit je vais vous proposer samedi 15, soit je vous ai déjà proposé avec Movistar. J'ai eu des petites confusions. Ça, c'est le début de Paris-Nice. Ouais, ça va bien dans le sens de ce que je disais il y a quelques temps.
à savoir essayer de s'étaler sur le calendrier entre les plusieurs carrières. Sinon, il peut y avoir comme ça des confusions dans mon esprit, surtout quand je commente sur un quart d'écran. Voilà, je commente sur un quart d'écran, donc j'ai pas tous les détails. Ça, c'est ce logiciel là. Et puis comme on m'a fait la remarque que le son n'était pas très bon quand je prends d'autres dispositions pour commenter, bah, j'essaye d'en tenir compte, vous voyez. J'essaye d'en tenir compte pour ne pas du coup proposer ce mode-là de commentaire, mais du coup je me fais un peu suer à pas voir exactement tous les détails à tout moment. Donc 1000 pardons pour Simon Adam et pour les amis d'Education First, puisque Salvan Mark était présent sur ces Strade Bianche. Vous avez vu, sur Paris-Nice, étape 1, ben, je vais être un peu critique, je trouve que cette étape 1 ne fonctionne pas. Il faudrait trouver autre chose. Ça ne fonctionne pas, vous allez voir pourquoi. Il faudrait peut-être prendre le variant que j'avais joué à l'époque. Il y avait quelqu'un qui m'avait fourni un variant là aux alentours du mois d'avril ou de mars, je sais plus. Quelqu'un m'avait donné un variant via Discord et je l'avais joué avec Jack Haig dans la partie Sunweb. Et ce variant-là s'avérait être un meilleur variant que celui sur lequel je joue là, puisque regardez, difficulté finale de l'étape 1, on va sortir comme ça, avec Tom Skynes et Moschetti dans la roue. On va être suivi par 2-3 coureurs, même un petit peu plus, avec Mohoric notamment. Ivan Garcia Cortina, on aperçoit aussi Arnaud Desmar, mais sur l'accélération, il y a pas mal de ménage qui va être fait, ce qui fait que on devrait assister à mano, même s'ils sont 4 en apparence, mano à mano entre Moschetti et Cortina pour ce qui est de la victoire finale. Là où je dis que ça fonctionne pas, c'est que ok, on est content, on gagne, bon, c'est une chose, mais gagner, vous savez, c'est pas toujours le truc le plus kiffant, hein. Parfois, les scénarios de course valent plus cher qu'une victoire, je trouve. Et là, je suis déçu de la mauvaise réaction au final de l'IA qui permet d'avoir un sprint peut-être un petit peu trop facile sur cette étape 1 de Paris-Nice. Donc, j'ai remarqué aussi sur l'étape 3, qui est pour une fois une étape que j'ai été obligé de rejouer. Ça n'arrive presque jamais. Mais là, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, là, c'est l'étape 2. Elle est assez lambda aussi. Euh, dévolue au sprinter sans qu'il y ait réellement de discussion possible, etc. Donc ça sprint un peu, là c'était pour un intermédiaire, pour un GPM, mais voilà, on a toujours Jumbo Visma qui verrouille la course, mais ça, on en a l'habitude. Bref, rien de bien nouveau sous le soleil de PCM. Non, j'anticipe déjà, attendez non, on va quand même regarder l'arrivée comme ça de l'étape 2 parce qu'on a quand même un petit train à bâtir, ou alors une roue à prendre. Voilà, c'est toujours la même chose. Après, aller prendre la roue de Groenewegen dans ces circonstances-là, peut-être qu'il vaudrait mieux d'ailleurs celle de Arnaud Desmar, c'est à voir, mais c'est peu évident. Hein. Regardez, voilà, ça j'aime pas ça. Quand ça se détache comme ça, tous les sprinters se détachent avec leur poisson pilote. Vous avez un très très gros trou en fait, une très très grosse différence qui se fait sur tout le reste du peloton. C'est irréaliste, c'est moche, des choses qu'on n'a pas envie de voir. Hein. Même si après il n'y a pas d'écart comptabilisé, tant mieux d'ailleurs. Mais ça reste quand même quelque chose d'excessivement moche. Vous voyez, ce qui s'est passé là a été amplifié par 10 lors de l'étape 3 que j'ai été obligé de rejouer. Ça m'a pas forcément arrangé parce que j'avais gagné, mais par contre c'était inadmissible. Pourquoi? Parce qu'à 10 km de la fin, il y a une petite cassure qui s'est créée. Et à partir de cette cassure, le peloton s'est tout simplement arrêté de rouler. Ce qui a fourni un écart, je crois, sur la ligne de 5 minutes ou quelque chose comme ça. Ce qui est aberrant de perdre 5 minutes en 10 km parce qu'on arrête de rouler un peloton avec tous les favoris, avec tous les équipiers sur Paris-Nice. Donc non, ça fonctionne pas. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai évidemment refusé d'accepter ce scénario-là. Vous avez vu, il y a eu quelques chutes sur cette étape 3. Ça a été assez important. On aperçoit ici Masnada, mais il
y a comme ça tout un groupe de gens qui soit sont des équipiers de ceux qui ont chuté, soit ont chuté eux-mêmes. Et honnêtement, ils auront bien des difficultés à revenir. Là, on est dans le final ici. Skynes pour Lipins, ainsi que Moschetti ensuite. Mais on compte donc sur Lipins pour essayer d'accélérer et mettre Moschetti dans les mêmes conditions que Groenewegen. Non, tu peux pas aller plus vite que Groenewegen en 1 contre 1 ou alors en 1 contre 2. Victoire pour le sprinter Batave et deuxième place pour Moschetti sur ce coup-là. C'est comme ça, c'est pas grave. Au moins, on a eu quelque chose de propre, dans ce sens que le peloton n'a pas pris 5 minutes dans la figure, ce qui aurait été absolument lamentable et qui nous aurait totalement fichu en l'air ce Paris-Nice. Donc, on est toujours en course, rien n'a été fait pour le général, et on aborde l'étape 4. L'étape 4, elle est juste essentielle, parce qu'il y en a un dont je vous ai pas trop parlé, même un autre, c'est Richie Porte et Bauke Mollema, qui sont les leaders sur ce Paris-Nice, à voir en fait quelle est la forme du jour de l'un et de l'autre sur ce CLM, et ensuite sur l'étape par exemple de montagne, l'étape 7, qui arrive au sommet. Et là, à mon grand désarroi, Richie Porte -1, bon allez, ça arrive, mais Bauke Mollema -4 de forme du jour. Mollema s'est pris un -4 sur cette étape qui est juste essentielle. On sait qu'il y a 2 endroits, il y a 2 zones, c'est la première ici dont on sort. Il y a 2 zones sur lesquelles un coureur, bon grimpeur, peut appuyer en particulier. Et ces 2 zones-là, voilà, on est dans la deuxième ici avec Mollema. Les 2 zones ont déjà été franchies par Richie Porte. Et après, si on se met à effort 75, 76, globalement, on arrive à boucler la course correctement, parce qu'il y a des secteurs de descente ensuite qui font que par exemple Richie Porte en descente il est très mauvais et ça a un impact. Voilà. Que Bauke Mollema aura bien du mal, malgré ses qualités naturelles qui sont belles, aura bien du mal à faire un bon temps avec un -4 de forme du jour. Donc c'est vrai que il y a un impact qui est quand même assez solide de la forme du jour sur la performance du coureur sur ce CLM, qui par ailleurs est un beau petit CLM. J'ai pas grand chose à redire, il est joli. Maintenant, voilà, c'est toujours pareil. On a une ultra domination dans ces moments-là pour les grimpeurs, puisque dès lors que vous avez un petit secteur à fort pourcentage, vous avez l'impression qu'en fait les rouleurs ils sont exclus quoi. Ils sont totalement exclus, ce qui fait que on va avoir Pierre Latour là qui fait un bon chrono, meilleur que Rohan Dennis. Déjà ça choque. Et puis regardez si vous voyez l'évolution. Voilà, Dan Martinez, Egan Bernal. Donc ils ont roulé tout ça, à rouler mieux que Evenepoel. À la Philippe, Geraint Thomas, bon allez, à la limite sur les bases du dernier Tour de France, on peut imaginer un très très gros chrono. En plus à la Philippe était virtuellement à domicile, puisque ce contre-la-montre se situait très très proche de là où il est originaire. Ne se sent pas bien Richie Porte le matin de l'étape 5, qui est la dernière que je vous propose là, pour cause de temps encore une fois et de départ. Pour ce qui me concerne, je proposerai donc la fin de ce Paris-Nice dans l'épisode 3, il y aura tiré de en entier, bien évidemment, avec donc des courses déjà assez significatives de début d'année. Alors évidemment, quand on fait preuve de malchance comme Mollema, on sait qu'avec déjà 1 minute 30 ou quelque chose comme ça dans la musette après le CLM, ça va être bel et bien difficile de gagner. En revanche, réintégrer le top 10, voire même le top 5 suite aux étapes que je vous proposerai donc dans l'épisode 3, les étapes 6 et 7 notamment, parce que je pense que sur la 8, il n'y a pas non plus des masses de choses à faire. En plus, il faudrait peut-être essayer de ne pas avoir la malchance, voilà, comme ici, de chuter. Il y a aussi Alexander Christophe qui était pris dans cette chute. Heureusement, regardez, grâce à Christophe, on va rentrer direct. Sauf que, on est tout au fond du peloton. Et ça demande quand même un certain temps pour revenir aux avant-postes. Donc on va se manger une cassure. Vous voyez, c'est toujours le scénario habituel. Heureusement, j'avais fait descendre Koen de Kort.
Et Koun de Kort va nous ramener Mollema, ou en tout cas presque le ramener, parce que quand même c'était difficile de rentrer. Mollema va s'en sortir sur ses qualités intrinsèques, voilà, pour, bam, réintégrer, et ensuite, plus tard, se replacer à l'avant. Donc la chute peut être hyper pénalisante sur ce type de parcours-là. Hein. Ça fait très très mal, on aperçoit le final. Derrière une difficulté de type moyen, on va avoir ensuite quelque chose d'assez d'assez plat, même si c'est un poil semi-vallonné, mais c'est quand même relativement plan pour les sprinters, et donc on peut avoir une lutte entre les tout meilleurs qu'on connaît. On avait vu Arnaud Démarre déjà vainqueur, on avait vu Groenewegen déjà vainqueur, Moschetti a pris la sienne. Qui est-ce qui va prendre cette étape 5 qui va arriver au sprint assez clairement? Il n'y a pas d'autre issue possible, on passe sous la bannière des 5 km. Remco Evenepoel a fait le boulot pour Sam Bennett. Et écoutez, je vais essayer de réagir avec Moschetti qui a déjà laissé filer le train une première fois. Vous voyez, par exemple, je me suis fait surprendre par l'accélération un petit peu trop tôt, on va dire. Et puis voilà, le fait de jouer en temps réel, ça me pénalise à des moments. Hein. Mais c'est comme ça. Voilà, tant pis. C'est pas grave. On ne fait pas pause. On ne fait pas pause. Donc voilà un Paris-Nice drôlement mal engagé. Donc je vous proposerai la suite et la fin. C'est pas dit qu'on finisse pas bien en finale, hein, parce qu'il y a toujours de l'espoir hein, quelque part. Voilà, suite à l'épisode 3. Je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes vacances pour les uns. Bon courage à ceux qui bossent. À plus.